Coucou tout le monde, c'est Capet aujourd'hui. Et bah, on se fait un petit live, une petite vidéo. On va parler de ce qui se passe en ce moment dans l'écosystème. Alors, c'est tout frais au moment où je viens de lancer. Vous voyez, Journal du Coin, Coin Academy. On nous explique que la SEC attaque Consensus en justice. Et elle déclare également les protocoles Lido et Rocket Pool comme des securities. Puisque vous savez, c'est des protocoles qui permettent de redistribuer le rendement de staking. Et je pense qu'il va y avoir une guerre contre les protocoles qui génèrent de l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Attendez. Considère que Consensus est engagé dans l'offre et la vente de securities via MetaMask. Et c'est reparti. Ils vont jamais arrêter. En tout cas, ça a eu un impact direct sur le prix du Lido. Et ça risque d'avoir un impact indirect aussi sur certains jetons de l'écosystème Ethereum. Je repars déjà, mais j'espère que... Merci pour ce que tu fais. Bah écoute, bonne soirée, Kirou. Voilà, donc pour les nouvelles, après on a un trust Solana qui arrive, donc ça c'est plutôt cool, puisque ça devrait motiver un petit peu l'activité sur Solana. Et moi j'aimerais vous parler de ce petit article que j'ai terminé du coup et qui est en ligne. En fait, je vous ai fait un comparatif complet entre Ethereum et Solana. Voilà, je vous le mets dans la description pour ceux qui l'écouteront sur YouTube, je vous le mets également dans le chat ici. Donc la dernière fois, je vous en avais présenté un petit bout et j'avais fait des erreurs sur comment sont comptabilisées les performances en fait, au niveau de Solana. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on peut regarder avec précision justement la consommation qui est faite sur le protocole. Alors, excusez-moi, je vais changer de musique, ça tabasse trop. Je vous fais le coup à chaque fois. On va essayer de trouver un truc un petit peu plus chill. On n'a pas de la techno... De la techno un peu moins rythmée, pardon. C'est pas mal. On m'entend un peu plus parler. Bon, ce que je vous disais, donc la dernière fois, j'avais raison, hein, pour une transaction simple, on est bien à 500 compute units limite déclarée, mais on n'a que 450 compute units de consommés. Je vais vous expliquer tout ça, donc on va reprendre pour ceux qui n'étaient pas là pour le live précédent. Donc, c'est parti. On va comparer aujourd'hui Ethereum et Solana. Je ferai également un point sur l'actualité autour d'Ultra et de quelques notes que j'ai fait aussi vis-à-vis des Layer 2 qui vont arriver sur Ethereum parce qu'il y a pas mal de choses sympas qui arrivent en vrai. Donc pour ce qui est d'Ethereum, vous le savez, c'est une roadmap roll-up centrique, c'est-à-dire que le futur succès d'Ethereum va surtout beaucoup dépendre du succès des roll-up. Et pour ça, il va falloir une expérience beaucoup plus agréable au niveau des roll-up et surtout des roll-up plus performantes que ce qu'on trouve actuellement. Pourquoi? Parce que, vous le savez, quand on utilise des roll-up, que ce soit Optimism, Arbitrum, etc., bah à chaque fois, il faut bridger des fonds d'un truc à l'autre, c'est hyper chiant, et quand on commence à utiliser beaucoup de roll-up, on va avoir des liquidités d'un côté, de l'autre côté, etc. Ça fait pas une expérience où tout est au même endroit, et c'est facile. Il faut à chaque fois, sur son wallet, changer de réseau, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui va changer au fur et à mesure de l'aventure. Du côté de Solana, bah on est sur un réseau dit monolithique, c'est-à-dire un réseau fait pour tout faire. Et d'ailleurs, dans cette logique-là, ils commencent à mettre des petits bricolages de type ZK aussi. J'en ai pas parlé dans cet article, mais on en a parlé dans une émission récente avec la ZK Compression. On va avoir de plus en plus d'interactions au niveau du réseau avec du ZK, donc de plus en plus de scalabilité, c'est-à-dire de mise à l'échelle, et ça va nous permettre de réduire grandement les frais, que ce soit pour des NFT, pour de la DeFi, etc. Donc en fait, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des évolutions au niveau d'Ethereum, il y a des évolutions au niveau de Solana. Moi, personnellement, je suis vraiment en 50-50. Je sais qu'on est sur un écosystème où les gens ont tendance à mettre sur un énorme piédestal Ethereum, avec tout le respect que j'ai pour Ethereum, bien entendu, et à descendre Solana. Mais en réalité, ça bouge positivement des deux côtés, et moi, j'aurais tendance à dire que vous n'êtes pas assez bullish sur Solana. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Sans descendre Ethereum. Hein. C'est juste que vraiment, ces deux écosystèmes mettent une vitesse à de nombreux écosystèmes. Il n'y a pas photo. Alors après, il y a des initiatives comme Ton et Avalanche qui essaient, avec des façons un petit peu à leur manière de se démarquer, mais niveau usage on-chain, ça n'a rien à voir. Ton a réussi à booster son usage on-chain justement en créant des interactions directement au niveau de l'application Telegram, avec des tap to earn, des protocoles de trading directement sur Telegram, etc. Du côté d'Avalanche, il y a les subnets personnalisables, mais ça prend pas trop. Bon. Du coup, l'idée de Solana, c'est un écosystème qui fait tout. Et pour ça, il faut essayer d'améliorer les performances du réseau en faisant des améliorations au niveau du logiciel et au niveau du matériel. Je vous expliquerai tout à l'heure d'ailleurs comment ça se passe du côté du matériel et au niveau des coûts, ce que ça donne. Bon, on va parler du coup des frais de transaction. Au niveau des frais de transaction sur Solana, aujourd'hui une transaction simple, elle est de l'ordre de 2 centimes de dollars. Une transaction un peu plus complexe comme un swap, on est sur du 6 centimes de dollars. Voilà. Du côté d'Ethereum,
On est plutôt sur 1 à 2 dollars une simple transaction. Parfois quelques dizaines de dollars pour des swaps. Par exemple, si vous allez sur Ethereum Gas Station, vous allez voir que voilà, un swap actuellement, bon, ça a bien baissé. On est plus sur du 8 dollars. Une vente de NFT, c'est plus complexe, donc on est plus sur du 15 dollars. Et dès qu'on passe sur des Layer 2, type Arbitrum, Optimism, Base, zkSync, Scroll, Starknet, etc., on est sur des transactions inférieures à 1 centime de dollar. On peut le voir d'ailleurs sur Roll the Pie, je crois que c'est XYZ. Voilà. On va dans Transaction Cost, on coche tout. Et on peut le voir ici que c'est extrêmement bas au niveau des rolls. Maintenant, on va faire le point au niveau des performances. Donc, pour ce qui est d'Ethereum, on a aujourd'hui une limite de gaz à 30 millions de gaz, avec un simple transfert qui coûte 21 000 de gaz, ce qui nous fait une capacité transactionnelle théorique de 1428 transactions toutes les 12 secondes, puisqu'un bloc est généré toutes les 12 secondes, mais comme on aimerait reporter ce calcul en transactions par seconde, on a juste à faire 1428 divisé par 12, et on retrouve donc un Ethereum avec une capacité de 119 transactions par seconde. S'il n'y avait que de simples transactions, mais on le sait aujourd'hui, la majeure partie des transactions, c'est de la DeFi, c'est des NFT, c'est des swaps, etc. Donc on est plus entre 13 à 15 transactions par seconde. Si on cumule les transactions sur tous les roll-ups, on en a beaucoup plus. Ici, dans l'activité, on peut voir que la capacité transactionnelle est en train d'être boostée, avec Zai notamment, qui à lui seul gère à peu près tous les jours 100 transactions par seconde, parce qu'en ce moment même, il y a une quête qui pousse les utilisateurs à faire pas mal de transactions. En théorie, Base, Arbitrum, Proof of Play, sont aussi capables de faire pas mal de transactions, peut-être même quelques centaines de transactions par seconde. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Ethereum est capable de faire probablement des milliers de transactions par seconde, mais dans les faits réels, on est plutôt à 300 transactions par seconde actuellement. C'est ce que j'ai noté ici. Maintenant, du côté de Solana, rien à voir. Alors, du côté de Solana, on a un peu la même logique de gaz, sauf qu'on n'appelle pas ça du gaz, on appelle ça des compute units. On sait que on a le droit à 48 millions de compute units par bloc, et on a à peu près 2 blocs par seconde sur Solana, donc on a juste à multiplier par 2, et on se retrouve à 96 millions de compute units. Pour ce qui est des transactions, j'ai appris qu'une transaction passée sur Phantom, elle cumule 3 actions. Une action transfert, une action pour ajouter des frais prioritaires, et une action pour définir une limite, ce qui nous fait 450 compute units consommés pour une simple transaction. Mais en général, on dit pas je veux consommer 450, on met toujours une petite marge. C'est pour ça que quand vous faites une transaction via Phantom, il va déclarer non pas 450 mais 500 compute units. Donc je me suis amusé à faire le calcul. Et dans mon calcul, cette fois, j'ai pris en considération les compute units dédiés au vote. Vous vous souvenez, dans l'ancienne émission, je vous disais que les 3/4, voire plus, des transactions sur le réseau sont dédiées au vote. C'est vrai. Mais la loutre m'a corrigé à la suite de ma vidéo précédente et m'a expliqué qu'en réalité, à chaque nouveau bloc, théoriquement, tous les validateurs votent. Et un vote, ça consomme 2100 de compute units. Ça veut dire que si on a 2 blocs par seconde avec à peu près 1500 validateurs actuellement sur le réseau et que chaque vote coûte 2100 compute units, on a 6 300 000 compute units par seconde qui sont consommés uniquement pour le consensus sur le réseau. Voilà. Donc, revenons à ce que je vous disais tout à l'heure, on a 96 millions de compute units de disponibles pour pouvoir utiliser le réseau Solana. Donc on a juste à faire 96 millions de compute units moins 6 300 000 et on se retrouve à 89 700 000 compute units disponibles pour les transactions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on divise ça par le nombre de compute units disponibles pour de simples transactions via Phantom, en réalité Solana est capable de faire jusqu'à 180 000 transactions par seconde quasiment. Voilà. Mais quand on utilise des transactions beaucoup plus complexes comme des swaps sur Jupiter, ça peut consommer beaucoup plus. Juste avant, je vous disais... Excusez-moi. Juste avant, je vous disais 500 compute units pour une simple transaction. Jusqu'à 500 000 compute units, voire même plus encore, pour des transactions complexes sur Jupiter. On est donc 400 à 1000 fois plus de compute units qu'une simple transaction pour un swap sur Jupiter. Donc si tout à l'heure, on a quasiment 180 000 transactions par seconde pour de simples transactions, on peut tomber à quasiment 180 transactions par seconde si on faisait des transactions complexes sur Solana. Et c'est pour ça que quand on va sur solana.fm, on peut voir en temps réel que
Voilà, on est actuellement à peu près 800 transactions par seconde, parce que des fois il y a des transactions simples, des fois il y a des swaps. Donc il y a un arbitrage qui est grand hein, entre les deux, puisque entre 180 transactions par seconde et 180 000, il y a un monde. Mais on reste quand même nettement supérieur à ce que propose Ethereum, avec ses 13 à 15 transactions par seconde. Putain, reloule. On sait que Solana a été capable de gérer un max de... Ah, c'est nouveau ça. C'est arrivé quand ça? Ah bah tiens, regardez. Entre la semaine dernière et maintenant, le nombre de transactions par seconde en même temps max a augmenté. On était à 1790 transactions par seconde. Au niveau du bloc 271 691 000 et quelques. Et là, on a eu un nouveau pic à 7000 transactions par seconde sur Solana. C'est énorme. Je sais même pas quand est-ce que c'est arrivé. J'en ai pas du tout entendu parler. Et voilà. On commence à bien se débrouiller. Très intéressant. Et on n'a pas encore la mise à jour Firedancer qui arrive. Donc Firedancer, c'est quoi? Ça va être un nouveau client d'exécution pour Solana qui va décupler les transactions et qui va aussi potentiellement réduire le block time. C'est grâce à JSON et transactions. J'ai pas la ref, Lali, donc je sais pas de quoi tu parles. En fait, je sais pas si tu fais une blague ou pas, parce qu'à chaque fois, t'aimes trop raconter des conneries, donc je sais pas de quoi tu parles. Bref, avec Firedancer, on serait capable visiblement de passer à du 85 000 à 180 000 transactions par seconde sur le réseau. Ce serait énorme. Mais ça, on le saura que d'ici la fin d'année 2024, parce que Firedancer ne sera pas disponible avant la toute fin de l'année 2024. Donc... voilà, ça on en avait parlé dans l'émission précédente. En gros, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Solana tourne sur le client officiel ou les clients JITO en Rust. Et que Firedancer, c'est un nouveau client qui a été codé par Jump, une entreprise, qui exploitera le langage C et qui va essayer de réduire tous les petits points d'accro qui pouvaient potentiellement baisser le potentiel maximal de Solana. Donc tant qu'on n'aura pas testé en conditions réelles, on ne pourra pas voir si on a vraiment entre 85 000 et 180 000 transactions par seconde. Mais on pourrait se dire quoi? On pourrait se dire, putain, Solana va mettre complètement Ethereum sur le carreau. Et c'est là où j'arrive avec les petites nouveautés. Alors dans mon article, toujours dispo en description, je vous remets le lien dans le chat, je vous parle un petit peu des layers de nouvelle génération qui vont arriver. Donc on va parler de MegaETH qui a fait une annonce récente. Alors je vous en avais parlé dans plusieurs émissions, mais MegaETH c'est quoi? C'est un layer 2 qui veut proposer une expérience temps réel. C'est-à-dire que ce layer 2 là va être basé sur EigenLayer pour la sécurité économique. Et attention, nous dit être capable de proposer un block time de l'ordre de 1 milliseconde. Ça veut dire qu'on aurait 100 blocs par seconde. Et ils nous disent être capable de gérer 100 000 transactions par seconde grâce à ça. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de la parallélisation des transactions. Je ne crois pas qu'on ait plus de détails d'ailleurs. Ah si on commence à en avoir, ça pourrait être intéressant de lire ce qui se passe. C'est compatible VM. Tout à l'heure on nous parlait d'une milliseconde, là on nous parle de 10 millisecondes, c'est intéressant. Ça change d'une page à l'autre, mais bon bref. Il faudrait que je me pose pour lire tout ça. En tout cas, comme tous les projets récents de parallèle VM, ils font des travaux au niveau de la lecture, de l'écriture, du modèle de base de données, de la parallélisation des transactions pour essayer de pousser le système à son maximum. Et je pense qu'on aura un système avec un réseau de séquenceurs assez centralisé et avec du matériel informatique de pointe pour pouvoir pousser les performances dans leur dernier retranchement. Mais comme la sécurité économique sera basée sur l'Ether via EigenLayer, on devrait pouvoir s'y retrouver. Donc aujourd'hui, ce MegaETH, on nous annonce du 100 000 transactions par seconde. Donc déjà, si on en fait que ne serait-ce que 10 000 transactions par seconde, on serait capable de booster les performances sur Ethereum. Ensuite, deuxième candidat, je vous en avais déjà parlé, c'est Movement. Donc Movement qui va être un Layer 1 plus un Layer 2. Et d'ailleurs, ça va même être un écosystème de Layer 1 et de Layer 2 pour ceux qui souhaitent construire par-dessus. Je te réponds juste après, Néo, dans le chat. Eux, ce qu'ils veulent proposer, donc, c'est une machine virtuelle qui gère le langage Move, comme suit Aptos, mais également la parallélisation de l'EVM, comme ce que fait Monad, MegaETH, Neon, etc., pour essayer de proposer le meilleur des deux mondes. Voilà. Capacité théorique annoncée de 160 000 transactions par seconde sur le Layer 2, je demande à voir, et une finalité des transactions de l'ordre de moins d'une seconde. Donc là aussi, gros prétendant, en sachant que les 160 000 transactions par seconde, ça me dit quelque chose. Ça me fait penser à Aptos, tout ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Exactement comme Aptos, en fait.
Ça doit être basé sur les travaux d'Aptos. Et Aptos, on l'a vu que dans les faits, on est plutôt sur quelques milliers de transactions par seconde au max. Mais je sais pas si on a déjà réussi à saturer le réseau. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va sortir des tap to earn ou toutes sortes d'applications à la con qui vont pousser au spam sur le réseau pour voir la capacité transactionnelle max du réseau. Donc ça aussi, ça va être profitable à Ethereum. Je savais pas ça. On me parle de RET, un nouveau client Ethereum. Ok, je me permets de le noter. Et on surveillera ça. Paradigme du coup. Ok. Très bien. Ensuite, donc, vous l'aurez compris, de l'EVM, de la Move VM, de l'interopérabilité entre les Layer 1 et les Layer 2 de l'écosystème Move. On a également de l'interopérabilité avec Aptos, qui sera disponible sur Mouvement. Ensuite, on a Eclipse. Oui, j'ai suivi pour Crypto Minotaur, mais on s'en bat les couilles. Franchement, on s'en bat les couilles. On va juste faire la parenthèse quand même pour ceux qui veulent savoir, parce que du coup, je t'ai répondu, il faut bien que j'en parle. On a un Crypto Tweetos qui nous a fait pendant des semaines et des mois des tweets un peu drôles, avec des mimes, etc. Qui au final a sorti un meme coin qui s'appelait Frérot, et qui est parti avec la caisse en fait. Il a du rug à peu près quelques dizaines de milliers d'euros. Et il a enculé tout le monde. Voilà, ça s'est terminé comme ça n'a pas duré très longtemps. Il est parti comme un voleur. Voilà, donc c'est un peu le jeu des meme coins, et encore une fois, c'est du Made in France, bravo à nous. Bravo à nous pour faire toujours autant pitié sur ce marché, c'est bien. Ensuite, donc, Eclipse, le meilleur de Solana sur Ethereum. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, Eclipse se base littéralement sur les travaux de Solana, en proposant un Layer 2 qui intégrera la machine virtuelle d'Ethereum à son séquenceur, mais qui intégrera aussi apparemment le Data Availability Sampling de Celestia, pour faciliter un petit peu la vérification des blocs, et qui compte intégrer la technologie de FireDancer à son séquenceur quand elle sera prête. Donc on peut imaginer qu'à un instant T, du coup Eclipse soit capable de copier un peu les performances max de Solana, c'est-à-dire quelques milliers de transactions par seconde. Je suis pas en Thaïlande, moi, HKC. Et on peut imaginer après, avec l'intégration de FireDancer, être capable de faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de transactions par seconde. Donc en fait, les travaux qui vont être faits sur Solana vont aussi profiter à Ethereum. Au même titre que là, on l'a vu, les travaux qui ont été faits sur Sui et Aptos profitent au Layer 2 mouvement. Donc les innovations techniques peuvent être déportées sur Ethereum, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Layer 1. Alors c'est toujours un petit peu compliqué d'en parler, parce que je sais qu'Abdel a du mal avec ce projet-là, enfin du moins il a du mal à cerner. Mais en gros, on serait sur un projet avec une machine virtuelle en Rust, je crois, avec en fait même deux types de machines virtuelles, c'est ce qui est écrit ici. On en a une qui s'appelle NordVM, où ce serait une machine virtuelle dédiée à tout ce qui va être DeFi, DEX, Exchange on-chain, etc. Et on aurait une autre VM classique qui exploite le VM pour pouvoir attirer le meilleur des deux mondes. Sur le testnet, il nous annonce être capable de gérer du 30 000 transactions par seconde. Voilà, en se comparant à Solana, qui en ferait que 1 millier, alors qu'on a vu que Solana est capable de beaucoup plus. Bon bref, c'est pas grave. Et dans les faits, on verra, parce que entre le théorique et le pratique, il y a un monde. Et donc, tous ces roll-ups c'est bien, mais niveau expérience utilisateur, c'est pas terrible. Alors c'est pour ça que j'aimerais vous parler de Polygon Aglayer, et je vous ai laissé des liens utiles. On a un article de decentralize.co qui explique tout en détail l'histoire de Polygon. Voilà. Tout ce qui a été fait depuis le début du projet, donc c'est assez intéressant. Jusqu'à maintenant, du coup, et jusqu'à Polygon Aglayer, en expliquant bien ce que fait Polygon Aglayer, mais je vais vous l'expliquer moi. Et je vous parle également d'Avail qui va sortir, qui propose un truc appelé Avail Nexus, qui est à peu près la même chose. En fait, dans les deux cas, l'idée c'est de proposer une couche où on va pouvoir stocker des preuves, ce qui fait que les Layer 2... Aujourd'hui, ils font quoi les Layer 2? Bon, ils ont leur petite vie, ils ont leur propre blockchain, et puis ils stockent des preuves sur le Layer 1 Ethereum pour hériter de la sécurité d'Ethereum. Bon. Là, l'idée dans les deux cas, c'est de proposer une couche qui serait pas Ethereum, qui serait pas un Layer 2, mais une couche à part, où on va stocker les preuves, et en fait, les roll-up, parce qu'ils tapent dans cette couche, sont capables de se synchroniser entre eux sans passer par Ethereum. Donc en fait, cette couche... elle facilite l'interopérabilité entre les différents roll-up, ce qui fait qu'on pourrait avoir des transactions entre roll-up de l'ordre de quelques centaines de millisecondes, voire quelques secondes, etc. Ça nous permettrait donc d'avoir des applications DeFi qui mélangent les liquidités entre les différents roll-up. Ça nous permettrait aussi de pouvoir faire un swap
qui commence sur une blockchain, enfin sur un rollup et qui se termine sur un autre. Et donc ça a facilité grandement l'interopérabilité entre les rollups. L'idée c'est que derrière tu as un wallet adapté qui intègre les technologies Aglayer et Avail Nexus, de sorte à ce que toi en tant qu'utilisateur tu te rendes même pas compte que tu passes d'un réseau à un autre. Donc à voir. En tout cas pour le moment, le Sayo sur le chat il veut en découdre. Hein. Il nous dit c'est éclaté. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour le moment Aglayer n'est pas encore intégré parfaitement avec la preuve pessimiste. Quand tu vas sur leur blog, voilà, on a Pessimistic Proof. Il nous dit que pour le moment, il n'y a que le layer de OKEx, le layer de Astar et Polygon ZKEVM qui commencent à intégrer la solution. Ça veut dire que pour le moment, elle n'est même pas intégrée. Et c'est seulement quand elle sera intégrée qu'on va commencer à voir les résultats de ce travail. Moi, ce que je pense, c'est que Avail va tout baiser. Et que dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que les plus grands roll-up intègrent les deux solutions et qu'il y ait une interopérabilité plus ou moins parfaite, de sorte à avoir une solution idéale. Ensuite, je vais vous parler de la décentralisation. Donc, pour ce qui est de la décentralisation des validateurs Ethereum et Solana, je vais peut-être vous apprendre des choses. Alors, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou quand ce sera sur YouTube et dans le chat. Aujourd'hui, on sait que Solana a à peu près 1500 validateurs. Alors, si vous voulez vérifier vous-même, vous faites Solana Beach. Voilà, validator, si tu arrives sur ce site-là, tu peux voir le nombre de validateurs sur Solana. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte très cher pour devenir validateur. Je reviendrai juste dessus jusqu'après. Et je vous parle d'une super majorité de 20. Pourquoi je vous parle d'une super majorité de 20? C'est qu'en fait, on est toujours en train de se masturber sur 1000 validateurs, 1 million de validateurs, etc. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de revenir à la base. La base... c'est que... Ah bah tiens, tu peux charger s'il te plaît ou que les petits? Bon, c'est pas grave, j'ai un screenshot de Nakaflow normalement quelque part. Bon. Nakaflow, c'est un site qui nous permet de référencer toutes les blockchains en proof of stake et qui nous met un score à chaque fois, vous voyez, 22, 7, etc., qui correspond à la super majorité ou au coefficient de Nakamoto. Vous connaissez déjà cette fameuse attaque des 51% sur les réseaux en proof of work comme Bitcoin, etc. Ça veut dire quoi? C'est que sur Bitcoin ou les autres réseaux en proof of work, il faut avoir au moins 51% de la puissance de calcul du réseau pour commencer à être capable de censurer ou attaquer le réseau en forçant des forks, etc. Oh, qu'est-ce qu'il est fatigant de ça, qu'est-ce qu'il est fatigant. Et sur les réseaux en proof of stake, on n'est pas sur 50%, en général, on est sur 33,3% pour pouvoir attaquer le réseau. Donc, ça veut dire que si tu possèdes, dans le cadre de Solana, suffisamment de jetons Solana pour avoir plus que 33% des jetons mis en staking sur le réseau, tu es en capacité théorique de corrompre le réseau. Je m'explique un peu plus en détail. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 1500 validateurs et le site Solana Beach nous permet de référencer les validateurs où il y a le plus de jetons en staking. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce nombre-là, c'est les jetons bloqués par les validateurs plus les jetons délégués par la communauté à ce validateur. Donc, quand moi, par exemple, je veux participer en tant qu'utilisateur au réseau Solana, je peux déléguer mon staking à un validateur et je chope des récompenses. Ok? C'est du proof of stake. Je vous rappelle comment ça fonctionne, le proof of stake. Tu mets en jeu des jetons pour sécuriser le réseau. Tu n'as pas d'intérêt économique à attaquer le réseau parce que justement, tu pourrais foutre le réseau par terre, envoyer le prix à zéro et donc perdre de l'argent. Mais il y a une dimension économique. Et donc là, en fait, pourquoi on parle de super majorité de 20? Parce que Galaxy représente un peu plus de 3,37% de tous les jetons stakés. Coinbase, c'est 3%, Ledger, c'est 2%. Bref, si on additionne tous ces trucs-là, et ben dès qu'on arrive au 20e, on aura un total de plus de 33,3%. Donc, 33,3% de tous les jetons stakés. D'ailleurs, on ne nous dit pas le nombre total de jetons stakés, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, si tu fais le calcul de tous ces jetons-là, et que tu obtiens, allez, je dis une bêtise, imaginons ça fait 100 millions de jetons Solana, bah si toi tu arrives, que tu as la capacité financière d'acheter plus de 100 millions de jetons Solana, puis que tu montes un validateur et que tu délègues sur ce validateur, et bien tu pourrais à toi seul commencer à attaquer le réseau. Ah, il m'a fatigué, lui. Vas-y, frérot, franchement, je te mets 24 heures parce que c'est insupportable. Bref, donc, quand il nous parle de pipotage, il nous parle de quoi? On va aller directement dans le vif du sujet.
c'est qu'aujourd'hui, sur Solana, tu as un système de subvention. J'en parle dans l'article. On va parler directement des coûts et on reviendra à la décentralisation. Sur Solana, pour devenir un validateur, il te faut un PC avec un processeur d'au moins 12 cœurs, au moins 256 Go de RAM, idéalement 2 SSD différents, un qui sera dédié aux accounts, un autre pour le ledger. Désolé de ne pas plus rentrer en détail à ce niveau-là, je ne sais pas très précisément ce que ça veut dire. C'est juste qu'il y a différents types de données qui sont stockées, des données liées au livre de compte, aux transactions, etc. Et apparemment, il y a d'autres données qui sont dédiées aux comptes. Et tout est un compte. Les smart contracts, ce sont des comptes. Les utilisateurs, ce sont des comptes. Les adresses sont des comptes, etc. Et donc, voilà, il nous faut ça. Il nous faut aussi un réseau en fibre optique. Mais pas seulement. Il ne faut pas seulement du matériel. Il faut aussi avoir une grosse réserve de jetons Solana pour pouvoir voter tous les jours. Donc ce que nous indique la documentation officielle, c'est écrit ici, je vous le traduis en français, ils nous disent qu'il n'y a pas besoin d'avoir un montant minimum de Solana sur son validateur, mais cependant, pour pouvoir voter, il va falloir dépenser du Solana, et on estime à peu près à 1,1 Solana par jour les votes. Donc, j'ai reporté ce calcul, si tu fais 1,1 x 365, tu es à peu près à 400 Solana par an, uniquement pour les votes. En sachant que le Solana est aux alentours de 150 €, bon ça dépend de la période, il faut 60 000 € de Solana en réserve pour pouvoir gérer les votes. Donc ça coûte très cher. Alors t'es pas obligé d'avoir tous les Solana tout de suite, bien sûr. Comme je l'ai dit, tu peux avoir quelques Solana et puis tu recharges au fur et à mesure. Mais bon, si tu veux être large, et comme je voulais faire un calcul à l'année, j'ai dit 400 Solana multiplié par 150 égale 60 000 € de Solana. Et donc, comme ça fait beaucoup d'argent, il faut savoir qu'il y a un programme de subvention proposé par la fondation, que j'ai pas lu tout en détail. Mais en gros, ce programme de subvention, il nous explique que la fondation Solana peut couvrir une partie des frais nécessaires au vote. Donc, t'es pas obligé d'avancer de ta poche les 60 000 € de Solana. Tu peux par exemple avancer pour 30 000 € de Solana et la fondation elle va rajouter les 30 000 €. Il le raconte plus en détail dans cette documentation là, en sachant qu'ils ne peuvent pas donner plus de 100 000 Solana à un validateur. Mais c'est énorme, parce qu'on l'a vu, il faut 400 Solana par an pour voter, donc bon, voilà. La seule information que je n'ai pas, c'est au niveau de la rentabilité, parce que plus ton validateur il a de Solana en staking, plus en fait tu vas avoir de pouvoir, tu vas choper de récompenses de staking, de frais de transaction, etc. dans tes poches. Donc, bah, t'as plutôt intérêt à avoir un bon nombre de Solana. Mais j'ai pas trouvé d'informations précises sur la rentabilité. Donc c'est difficile pour moi de vous la donner. Tout ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on a des validateurs qui ont plusieurs millions de Solana dans certains cas. Et les plus petits validateurs... Voilà, je vais aller tout en bas si je peux. Et découvrir avec vous. Voilà, donc d'ailleurs, il y a plein de validateurs qui sont mis dehors. Délinquants. Voilà, on commence à avoir des validateurs qui ont quelques dizaines de Solana. Voilà. Mais très rapidement, je sais pas, on va aller dans le top 1000, histoire de dire. Voilà. Très rapidement, on est à 30 000 Solana sur le validateur, en fait. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Ils sont tous à 30 000, les gars. Attends. Je vais continuer de scroller. C'est une folie, non? Il y a un espèce de cap à 30 000. Et puis après, ça commence à chuter net d'un coup. Donc peut-être que le seuil de rentabilité se trouve à peu près par là. Hein. Et donc quand il parle de pipotage, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait on se dit, bon bah déjà t'as des validateurs qui sont subventionnés, et on peut se dire que comme l'identité de tous les validateurs n'a pas été révélée, il se peut qu'il y ait des validateurs qui soient des gens proches de la fondation, voire la fondation. Mais là c'est pareil, je vous le dis honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien si c'est pipoté ou pas, dans le sens où... bah ouais, il y a de la subvention alors que ça n'existe pas sur Ethereum. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais on n'est pas capable de dire qui est derrière chaque validateur. Donc on ne peut que supposer que potentiellement il y a une même entité derrière un certain nombre de validateurs ou non. On n'en sait rien en fait. C'est de la supposition. On me demande dans le chat. Donc les validateurs stake pour voter et récupèrent des intérêts. Tout à fait. En fait, les revenus viennent des récompenses de staking, donc l'inflation sur le jeton, qui est de l'ordre de quasiment 7% à l'année. Mais on a aussi une partie des frais de transaction du réseau. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites une transaction, un swap, une transaction, ce que vous voulez, les frais partent dans la poche des validateurs et ça, c'est à se départager entre tous les validateurs. Donc j'ai
pas trouvé de données précises qui nous expliquent à quel point tu manges bien en tant que validateur. Mais à mon avis, tu dois pas manger de dingue parce que tout le monde n'est pas poussé à créer des validateurs, quoi. Donc après, c'est un système qui se gère de lui-même. C'est-à-dire que si c'est très rentable, bah, il y en a plein qui se rajoutent. Si c'est plus rentable, il y en a plein qui s'enlèvent. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'avais trouvé une donnée intéressante à ce sujet. J'essaie de la retrouver, excusez-moi. C'est où? Excusez-moi, hein, je cherche. Non, c'est pas ça que je cherche. Solana Compass. Voilà ce que je cherchais. Là, on peut voir l'évolution des validateurs dans le temps. Et on peut voir que très rapidement, au lancement de Solana, c'est monté. On a eu un pic jusqu'à 2560 validateurs. Et puis, il y a une chute sec à 1700. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pas trouvé l'information. Peut-être parce que c'est pas rentable. Peut-être parce qu'il y a une grosse entreprise qui était spécialisée là-dedans, qui en a retiré un paquet. Franchement, je sais pas. Ça te trotte pas dans la tête d'être validateur? Bah, il faut calculer la rentabilité. Et puis ça demande pas mal de gestion parce que à chaque fois qu'il y a une mise à jour au niveau du client, il faut être sur le coup. Tu vois, regarde, si je retourne sur Solana Beach, tu peux voir en haut ceci. Notre version 1.18.15, Other 2.3. Donc ceux qui ne sont pas mis à jour en fait. Et donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur le client, faut se connecter au serveur, faut mettre à jour, faut s'assurer que ça bug pas. Tu peux potentiellement te prendre une pénalité pour le slashing. Enfin bref, c'est un bordel quoi. Donc c'est un problème de taille pour Solana, j'imagine, si les validations n'est pas attractive. Ouais, bah c'est pour ça qu'il y a eu une initiative récente, j'en parle, depuis mai 2024, donc c'était il y a pas longtemps. Hein. Faut savoir que les priority fees, c'est-à-dire une partie des frais que tu payais pour faire passer ta transaction en priorité, à la base, tu avais 50% qui partaient dans les poches des validateurs et 50% qui étaient burn. Et il y a eu un vote de la part des différents validateurs, de sorte à ce que 100% partent dans les poches des validateurs et qu'il n'y ait plus de burn, de mécanisme de burn. Donc du coup, ils ont doublé leurs revenus liés à ce type de frais-là. Firedancer va baisser les coûts. En théorie, oui. Après, dans la pratique, on va voir. Parce qu'il faut quand même que ça reste rentable. Donc du coup, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire la fameuse décentralisation. Sur Solana, on a à peu près 1500 validateurs, mais une super majorité de 20. C'est-à-dire que si tu as assez de jetons pour contrôler 33%, enfin 33,4% des enjeux, tu peux commencer à attaquer le réseau. Sur Ethereum, c'est pas tout à fait la même chose. Sur Ethereum, on a 1 million de validateurs, et on nous dit à chaque fois que la super majorité, elle est de 1 ou de 2, parce que justement, ce qu'on peut voir ici, vous voyez, c'est les plus gros validateurs sur Ethereum. Ok ? Et on peut voir que Lido, à lui seul, il pèse 29% de tous les validateurs du réseau, ou de tous les jetons du réseau. Ce qui veut dire que Lido, quasiment à lui seul, pourrait attaquer le réseau. Et si tu cumules Lido et Coinbase, il pourrait attaquer le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait un complot de Lido et Coinbase contre le reste du monde et qu'ils avaient un contrôle total sur les validateurs, ils pourraient attaquer le réseau Ethereum et commencer à manipuler le livre de compte, les transactions, etc. Ça pourrait être un vrai bordel. Sauf que, d'une, ils n'ont pas d'intérêt économique à le faire, mais ils pourraient le faire. Et de deux, Lido, en réalité, c'est pas une entité, c'est un protocole avec plusieurs entités qui sont des entreprises spécialisées en staking. Donc là, il y a 48 entités et vous pouvez voir que chacune de ces entités représente à peu près 0,85% des jetons. Même moins en réalité. Quand on va par là-bas, on peut voir qu'il y a même des entités qui pèsent 0,27, 0,53, etc. Donc du coup, même si Lido peut être représenté comme un protocole, donc une entité, en sous-jacent, il y en a 48. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix personnellement de dire non, on n'a pas une super majorité de 2, mais on en a à la limite une super majorité de 49. 48 pour Lido, plus 1 avec Coinbase, 49. Vous voyez ce que je veux dire? Des grands spécialistes d'Ethereum auront probablement un autre mot à redire. Évidemment qu'il serait souhaitable que Lido soit plus décentralisé, dans le sens où il y aurait plus d'entités, voire mieux encore, que Lido ait moins de pouvoir et que tu aies d'autres protocoles qui prennent en pouvoir pour scale un petit peu tout ça. C'est comme ça, et pour le moment, le réseau se porte bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc en résumé, 1500 et quelques validateurs sur Solana, mais une super majorité de 20. 1 million de validateurs sur Ethereum, mais une super majorité, allez, de 49. Et comme on peut le voir sur Nakaflow, on a des protocoles comme Polkadot et Mina qui ont des super majorités bien supérieures. Polkadot, on est à 89, Mina, on est à 165.
Donc c'est super décentralisé. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc après, je voulais vous parler des coûts pour devenir un validateur. Je reviens là-dessus. Donc comme je vous disais pour Solana tout à l'heure, Solana, il nous faut un bon serveur avec une bonne connexion Internet, payer plein pot d'électricité et payer à peu près 400 Solana par an pour les votes. Donc du coup, j'ai fait le calcul. Je vous ai dit, si vous faites le PC vous-même, j'ai mis à la louche, 3000 euros. 3000 euros pour un bon processeur, une bonne carte mère professionnelle avec de la RAM qui gère le CC, etc. Donc ça, c'est des trucs dédiés au serveur. Trucs ça coûte forcément plus cher. 2 gros SSD. Ouais, en vrai, j'abuse un peu. 3000 euros, c'est peut-être bien moins. Mais comme je voulais pas me faire engueuler par des gars qui disent « Ah, mais c'est quand même beaucoup plus que ce que tu dis », j'ai mis 3000. Voilà. Je pense qu'on peut être un petit peu en dessous. Ensuite, en électricité, j'ai mis à la louche pareil, comme quoi l'ordinateur doit consommer quelque chose comme 200 watts parce qu'il n'y a pas de carte graphique. Il y a quoi à alimenter? T'as le processeur, la carte mère, la RAM, les SSD. Ce qui va bouffer, c'est surtout processeur carte mère. Donc j'ai mis 200 watts. Et ensuite, j'ai fait le calcul. Le nombre de kilowattheures, le prix du kilowattheure en France, ça nous fait tant par mois, soit tant par an. Et ça, c'est pour un contrat d'électricité en France chez un particulier. Potentiellement, tu peux avoir un contrat plus bas pour l'électricité chez les professionnels. Ensuite, on nous dit dans la documentation qu'il faut une connexion 1 gigabit symétrique. J'ai regardé un petit peu les connexions 1 gigabit voire plus en symétrique en France. On est sur du 58 euros par mois chez Orange. Ça nous fait quasiment 700 euros par an. Et donc, on a un coût fixe de 3000 euros pour le PC, 345 euros et quelques pour l'électricité, 700 euros pour Internet. Ça nous fait quasiment 4000 euros, dont un coût fixe de 3000. Seconde option, si vous n'avez pas envie de tout faire vous-même, c'est de passer par un service cloud. Pas idéal pour la décentralisation, mais beaucoup de gens font ça. Et je vous parle de latitude.sh. Latitude.sh qui propose plusieurs offres. Pour du Solana, rappelez-vous, il nous faut un processeur d'au moins 12 cœurs avec au moins 256 Go de RAM, idéalement 2 SSD et une fibre 1 Gb seconde. Bah, on l'a là. On n'a pas 12 cœurs, on en a 24. On a bien nos 256 Go de RAM, on a bien nos 2 SSD, on a bien notre fibre optique. Et on est à 408 $ par mois en fonction des régions. Donc ce coût reporté à l'année, ça nous fait quasiment 5000 $ par an, soit 4500 et quelques euros par an. Et là, au moins, t'as pas à héberger le PC chez toi, s'assurer qu'il est connecté 24 heures sur 24, mettre en place une connexion Internet, patati patata. Donc c'est l'option pratique. Bref, coût matériel, à peu près 4600 euros par an, plus coût pour les votes, 60 000 euros de Solana. Par an, ça nous fait un joli 65 000 euros pour être un validateur à peu près solide. Et je dis bien à peu près parce que vous l'avez vu, après pour être rentable, les gars se bataillent à coût de 30 000 Solana en staking. Donc ça commence à gonfler beaucoup plus pour être rentable. Du côté d'Ethereum, le coût matériel est bien moindre, mais vous allez le voir, le coût en jetons, il tape. Pour être un validateur sur Ethereum, il faut au moins 32 Ethers sur son validateur. Ça nous fait 32 fois au prix actuel, 3200 euros, ça nous fait quasiment 100 000 euros d'Ether pour un validateur. Ensuite, au niveau du matériel, bon, il faut juste un processeur avec 4 cœurs. Ça coûte rien, 16 Go de RAM, un SSD assez rapide et une connexion en 25 mégas. Bon bah là honnêtement, j'ai fait le calcul. Le PC, il se trouve, tu prends un PC à la con, il y en a pour 300 balles. Ensuite la connexion Internet, j'ai mis quelque chose comme 30 euros par mois, donc 360 euros par an. Puis l'électricité, eh ben, on est pour du 100 watts, soit 172 euros par an. Donc en résumé, quasiment tous tes coûts, ils sont en jetons Ether. Et tu rajoutes par-dessus à peu près 1000 balles à l'année, dont 300 balles de coûts fixes, quoi. Donc rien à voir. Donc en résumé, on est à 65 000 balles pour Solana, 100 000 balles pour Ethereum. Ça coûte extrêmement cher d'être un validateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une activité qui est plutôt concentrée dans les mains de professionnels. Et tout ça, je l'ai expliqué au niveau de mes calculs dans l'article. Et j'espère que ça vous plaira. Bonne nouvelle, cependant, dans la prochaine mise à jour d'Ethereum avec Ethereum Pectra, on aura la possibilité d'avoir jusqu'à 2048 Ethers sur un validateur. Donc au lieu de démultiplier les validateurs qui vont nous coûter potentiellement 1000 euros chacun, et ben là tu peux concentrer ça sur un seul validateur, c'est plus facile à gérer, ça te coûte moins cher en matériel, en électricité, en internet. Donc je m'attends à ce que le nombre de validateurs qui est de l'ordre de 1 million actuellement baisse à 100 000. Et si jamais ce nombre de validateurs, je ne le sors pas dans notre chapeau, vous tapez Beacon Chain, vous avez le site beaconcha.in qui vous montre le nombre de validateurs actifs. On est à 1 030 000 actuellement. Et tout à fait, sur Ethereum, c'est du one-shot les 32 Ethers, alors que donc c'est surtout un gros coût fixe, c'est vrai, alors que sur Solana, c'est un coût annualisé.
c'est vrai. J'ai bien de le noter. Donc il faut choisir son combat. Voilà, donc l'article a été résumé de fond en comble. J'espère que ça vous plaira, les copains. Et je vous propose d'enchaîner sur les actualités par rapport à Ultra. Vous le savez, je suis ambassadeur d'Ultra, à un projet Gaming Web 3 qui propose à la fois un store, des jeux, une blockchain, une marketplace NFT et j'en passe. Et ils vont bientôt proposer un jeu exclusif aussi, donc je vous propose d'en parler tout de suite. Donc déjà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous créer un compte sur Ultra. Vous avez aussi le lien en description sur YouTube, YoTrust. Et donc au niveau des nouveautés, il y a surtout des nouveautés au niveau de Projet Citadel. Alors déjà pour la première fois, et le menu je vais le découvrir avec vous parce que j'ai fait exprès de ne pas me spoil. Ils nous ont montré un petit peu le menu pour personnaliser son arme. Donc vous voyez qu'il va ajouter une petite lunette à l'avant. Tu peux même décaler la lunette sur l'arme, je trouve ça sympa, visuellement. Tu peux ajouter bien sûr d'autres accessoires, donc en fait ce que tu as l'habitude de voir sur un Call of Duty, hein, par exemple. Donc tu as toute une dimension stratégique avec ça. On peut voir que... Ah, t'es peut-être limité en nombre de balles d'ailleurs. Regardez, attendez. J'avais pas fait gaffe à ça, attendez. Quand il nous met les balles... Est-ce que je passe devant? Oui, je passe devant. Vous voyez, il y a marqué 9999 balles. Et une fois qu'il place les balles, là on peut voir qu'il y en a 40 à côté. Donc peut-être que tu as une dimension économique par rapport aux balles sur l'arme aussi. J'avais pas fait gaffe à ça avant. Ok. Ensuite d'autres éléments de personnalisation, voilà. Et moi ce que je voulais voir aussi c'est les menus en haut. Donc accueil, menu du personnage, menu pour les armes, assurance, je sais pas ce que c'est, contrebande, je sais pas ce que c'est, marketplace, bon bah ça logique, tu vas avoir une dimension économique que tu vas pouvoir acheter, vendre. Apparemment, Projet Citadel aura son propre jeton, il aura ses propres NFT. Les NFT pourront être échangés sur le Dex Agora Hub qui va bientôt être disponible. Il est prévu pour le mois de juillet. On a une dimension de crafting aussi, donc j'imagine que tu vas pouvoir créer des objets. Tu as un classement et tu auras un mode replay. J'avais pas fait gaffe non plus. Potentiellement un mode studio pour pouvoir revoir tes parties. Ça peut être pas mal pour les créateurs de contenu sur YouTube et compagnie. Donc voilà. Sachez que j'ai pas plus d'informations que vous sur le projet Citadel. Je découvre les informations en même temps que vous sur le Twitter. Par contre, il faut savoir que Projet Citadel va commencer à ouvrir les vannes dès le 3e trimestre de 2024. C'est ce qu'on peut voir ici. Je retourne dessus... Attends, c'est où déjà que j'avais lu par rapport à Projet Citadel? Voilà. Accès bêta fermé, accès anticipé pour le 3e trimestre. Je vais avoir un accès qui va me permettre de vous streamer le jeu en exclusivité. Je ne sais pas si je pourrais vous faire gagner des places pour pouvoir avoir l'accès anticipé. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous arroser. Je vais attendre des nouvelles d'Ultra par rapport à ça. On me dit dans le chat, assurance sur Tarkov, tu peux assurer ton stuff avant de partir en raid. Le coût varie en fonction du stuff. Si tu meurs et que ton stuff n'est pas looté avant la fin du raid, tu récupères le stuff. Ok. Donc comme c'est un extraction shooter, tu fais attention au matériel que tu mets en jeu avant de lancer la partie. Et tout ce que tu récupères aussi, tu peux l'assurer. Ok, sympa. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Projet Citadel, ça va être un jeu de tir. Hein. Jeu de tir un peu arcade, un peu extraction shooter. Donc en fonction des armes, les déplacements et les rechargements sont plus ou moins lents. Mais ça va clairement être un jeu où tu vas faire attention au son que tu fais, tu vas faire attention à ton nombre de balles, à ta santé, etc. C'est pas un jeu où tu sautes dans tous les sens comme un Call of Duty. Mais ça reste quand même un peu arcade. J'ai vu qu'il y avait des tirs en sautant, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, ils vont enlever les SMS obligatoires pour créer un compte sur Ultra. Maintenant, il y a une connexion via Google pour ceux qui veulent créer un compte rapidement. Ils recrutent un nouveau chef du marketing et projet commercial. Je sais qu'ils discutent avec pas mal de jeux Web3, donc je pense que ça va arriver petit à petit. Ils sont en train aussi de bosser sur une logique, je sais pas si on peut appeler ça cross-chain, mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux Web3 qui sont soit sur Ethereum, Polygon, Avalanche, ImmutableX, etc. Eux, ils bossent pas mal avec ImmutableX, je vous en avais déjà parlé, mais pour les autres, je vous en reparle. Quand tu vas sur ImmutableX Partners, et que tu vas ici, que tu tapes Ultra, tu peux voir que Ultra fait partie des partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a des jeux qui sont émis sur ImmutableX, et qui, pour étendre leur portée, vont aller sur d'autres launchers comme Ultra et des concurrents. Et parfois, les jeux voudraient peut-être profiter de la technologie blockchain d'Ultra ou faciliter l'intégration sur la plateforme. Donc c'est pour ça que Ultra est en train d'implémenter des facilités avec les autres blockchains. Donc c'est pas forcément évident parce qu'aujourd'hui Ultra c'est un fork de OS.
Donc c'est basé sur une technologie bien spécifique qui est à des années-lumière de l'Ethereum Virtual Machine. Mais ils vont se mettre au niveau, ça, il n'y a pas de souci. Il y a également un jeu exclusif de sport dont on nous parle depuis un petit moment déjà, qui est en cours de finalisation. Et ce jeu-là sera sur navigateur. Attendez, je vous mets un petit peu de son. Et ce jeu-là, apparemment, pourra être joué via une extension de navigateur. Il va aussi améliorer leur transparence au niveau des développements en essayant de proposer un espèce de Trello public où tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a à faire en cours de développement et terminer pour pas que les gens se disent ouais les gars ils se branlent les cacahuètes, ils font rien. Parce que c'est pas vrai, ils font des trucs tu vois. Mais le Gaming Web 3 c'est pas aussi simple qu'on le croit. Moi je vous le dis honnêtement, j'essaie de pas être fermé, je suis les ambassadeurs d'Ultra aujourd'hui donc je suis là pour les représenter. Mais je regarde tout ce qui se passe et en fait tu vois que... Bah, quand c'est bear sur les alts, tout le monde prend dans la gueule, quoi. Il y en a pas un qui ne se fait pas déchirer. Et surtout, au niveau des jeux, il s'est pas passé grand-chose, honnêtement. Quel que soit l'écosystème. T'as Shrapnel qui fait un petit peu des accès anticipés. Big Time, en ce moment, se font chier dessus parce que les prix baissent, malheureusement pour eux. Il se passe pas mal de choses dans l'écosystème Ronin avec Axios Unity, c'est vrai, mais sinon, sur les autres écosystèmes, ça bouge pas trop. Tu vois, Epcoin, on attend toujours le métaverse. Illuvium, on a été assez déçus. Echelon Prime, bon, ils ont fait un jeu de cartes, on attend toujours des nouvelles du jeu en monde ouvert. Après, on a Pixel qui ont une force marketing assez bonne, mais je suis pas grand fan de ce qu'ils ont fait. Bref, le Gaming Web 3, pour le moment, ça patine un petit peu. Et c'est pour ça que je suis pas spécialement inquiet, parce que c'est pas comme si tu avais un écosystème qui arrivait et qui rafalait tout le monde. Tout le monde bouge, hein. On a aussi un concurrent direct qui s'appelle Elixir qui va arriver là. Enfin, il propose déjà un launcher, mais qui va arriver avec un jeu exclusif. Mais honnêtement, des jeux exclusifs Web 3, il n'y a pas à dire. Ce que propose Projet Citadel sur le papier a l'air vraiment pas mal. Parce que ce que veulent les gens, c'est quoi? Ce qu'ils veulent, c'est un jeu massivement multijoueur avec une dimension économique. Donc c'est soit un MMORPG, soit un jeu de guerre. Pour moi. On se mouille pas. Au niveau des jeux de guerre, il s'est pas passé grand chose, honnêtement. Donc il y a encore tout à faire. Hein. Tant que Shrapnel sera pas live de chez Live, ça bougera pas trop. Donc très très curieux et impatient de voir ce que ça va donner avec Projet Citadel. Je vous streamerai ça bientôt et vous aurez ça sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à passer à la description si vous voulez vous inscrire et créer un compte sur la plateforme. Sachant que le jeu Projet Citadel sera gratuit. Hein. Il y aura la rediffusion sur ma chaîne YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné. Pardon. Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, on a également un retard au niveau de la refonte de la tokenomics. Ultra devait refondre sa tokenomics à l'horizon deuxième trimestre de 2024. Moi, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Et en fait, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de l'état actuel de cette refonte. Et c'est de bonne guerre, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, l'idée, c'était de remettre un petit peu la tokenomics au bout du jour. Mais qu'est-ce qu'on a vu là sur cette année 2024? On a vu des airdrops. On a vu des tokenomics où ça distribuait beaucoup de jetons et ça envoyait les jetons à zéro. Et donc, tu changes pas une tokenomics comme ça, potentiellement, tu peux ne faire qu'empirer les choses. Donc moi, je n'ai aucun visu sur cette nouvelle tokenomics. Mais si les gars disent, franchement, ok, on a annoncé une date, mais on préfère pas y aller, vaut mieux la jouer comme ça. En sachant qu'ils passent par une agence externe. Ils ont décidé de passer par plusieurs agences, d'ailleurs, ils parlent au pluriel, hein, External Tokenomics Consultant Agency, pour pouvoir les aider sur cet aspect-là. Et ils annoncent qu'on aura des nouvelles d'ici 2 à 3 mois, donc au 3e trimestre, en théorie, pour la refonte de cette tokenomics. En sachant que quand Ultra a été lancé, la tokenomics de l'époque, elle date de l'année 2019. Hein. Donc c'est vrai qu'entre 2019 et maintenant, il s'est passé pas mal de choses sur ce marché. On a appris beaucoup de choses, particulièrement dans le secteur du gaming Web 3, et on le voit. C'est clairement pas évident de pousser à la pression acheteuse, on va dire, sur un jeton sur ce marché. Si t'es un Layer 1 et qu'il y a du degen à longueur de temps, t'arrives à peu près à t'en sortir, mais t'as plein de projets où clairement le jeton il se pète la gueule parce que les gens ils voient ce marché comme un grand casino, donc c'est pas toujours facile. Donc on va attendre ça avec attention. Et donc oui, comme je vous disais, Agora Dex ou Agora Hub va sortir son Dex à horizon juillet, c'est ce qui a été dit en tout cas sur Telegram. Et du coup, on va avoir de la DeFi aussi sur Ultra qui va arriver incessamment sous peu. Au niveau des jeux sur Ultra, on avait Xverse qui était disponible aussi en accès anticipé. Visiblement, ça sort en juillet. Bon, là, pour le marketing, ils disent Epic Games, mais c'est aussi disponible sur Ultra. Donc ça va ramener des joueurs, j'espère, parce que c'est un petit Call of Duty-like qui est pas trop mal. Si jamais pour les curieux, je vous l'avais présenté sur ma chaîne principale.
pour ceux qui veulent voir un petit peu de potentiel du jeu. Hop. Ah voilà, X-Verse, ouais. Donc c'est un petit Call of Duty-like, qui est pas extrêmement beau, parce que j'ai mis les réglages en low, pour être sûr d'avoir les FPS au maximum, mais quand tu montes les graphismes, c'est assez sympa. Et dans les communications d'Exverse, on a des maps qui sont assez belles. Sinon, le jeu, ça va, il tourne assez bien, assez fluide, il est massivement multijoueur, et c'est ça dont on a besoin en fait. On a besoin d'un jeu massivement multijoueur, avec une dimension économique sous forme de jetons fongibles et NFT, et là, ça va commencer à bring des players. J'ai vu parler roll-up canonique sur Tezos. J'en ai entendu parler aussi, on peut faire une dernière petite parenthèse là-dessus et ça fera une bonne vidéo je pense, je me le suis noté. Attendez, ça charge, hein, excusez-moi. Tezos, voilà. Effectivement, Tezos a annoncé une nouvelle roadmap à horizon jusqu'à 2026 avec un article complet. Et c'est cette map qui va nous intéresser. Parce que on nous parle de Layer 1 Tezos, on nous parle de Layer 2 Tezos en sachant que c'est des Layer 2 qui sont beaucoup mieux imbriqués à Tezos que ce qui se fait sur Ethereum actuellement. Il faut savoir que Tezos a son propre langage de programmation, mais propose aussi un layer de EVM, et il va y avoir une intégration native de l'EVM plus tard. On nous parle aussi de Risk 5, ou ouais, Risk 5 c'est ça, pour la machine virtuelle. Donc on va avoir potentiellement le langage Rust, le langage C, C++, Python qui vont arriver. On va avoir le JavaScript qui va arriver, toujours pour l'année 2025. On va avoir un block time beaucoup plus court. Là, actuellement, on est à un block time de 10 secondes. On va passer à 8. À terme, on passera sur un block time de 5. Avec... pourquoi il nous parle de Canonical Rollup? Ah oui, je pense qu'on va avoir une interopérabilité cross-rollup qui va arriver aussi. Donc bref, il faut savoir que Tezos, à la base, c'est des premières grosses blockchains en proof of stake de l'écosystème. Avec une ICO qui s'est extrêmement bien passée, mais ils ont été attaqués par le régulateur SEC, donc ils leur ont bien cassé les pieds. Ils ont fait le choix de se concentrer plutôt sur les institutionnels. Comme ça, il n'y a pas trop d'initiatives marketing de fait avec le retail, comme ça le régulateur ne leur casse pas trop les pieds. Et en fait, tout ce qu'il y a de bien dans cet écosystème, ils l'intègrent petit à petit. C'est-à-dire que ils ont changé leur consensus en intégrant les travaux de Cosmos Hub pour avoir... un truc assez similaire à Tendermint aujourd'hui. Ils intègrent aussi le Data Availability Sampling qu'on peut retrouver sur Celestia et qu'on retrouvera plus tard sur Ethereum et sur d'autres écosystèmes. Ils vont intégrer plusieurs machines virtuelles, donc compatibilité avec différents langages de programmation, ce qui simplifiera les développements, hein, tout simplement. Ils vont améliorer aussi la roadmap roll-up centrique. Bref, au final, petit concurrent modeste d'Ethereum, hein, on peut le dire. Hein. Ça nous parle aussi de 100 000 transactions par seconde, 1 million, bon, ça on verra. Mais en tout cas, voilà, ils ont une grosse trésorerie, ça bosse, c'est des gens que je juge honnêtes, c'est juste que bah, ils ont fait le choix de se concentrer non pas sur le retail, mais sur les institutionnels, quoi. Voilà. J'espère que cette émission vous aura plu, en tout cas. Émission plus courte que d'habitude. Voilà, je voulais faire un programme bien concis, qui va partir sur YouTube. Si ça vous a plu, bah abonnez-vous, laissez un petit like, je vous laisse le lien ultra en commentaire, et on se dit eh bien à dimanche pour l'émission Masterclass sur Coin Academy. Ciao tout le monde.